Bonsoir à tous, bienvenue donc pour cette conférence formation avec Pierre de chez Startup OKLM. Globalement, la soirée va se passer en deux étapes. Il y aura la partie formation et puis après il y aura une partie questions où on pourra vraiment répondre euh, à tout moment à vos questions. N'hésitez pas également si vous voulez réagir à mettre des questions pendant la formation. Donc revenons à notre événement. Bonsoir Pierre, Bonsoir. merci d'être avec nous. Bah, Euh, merci de me recevoir. Merci à toute l'équipe Genius et merci à toi, Bertrand. c'est un grand plaisir de faire cette formation. Bonsoir Julie, qui est là toujours. Euh, et donc, est-ce que tu peux te présenter Ouais, avant? bien sûr. Bah, c'est l'objet de ma première slide. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette slide? Premièrement, ben, ce qu'on voit en premier, c'est que je porte toujours des chemises blanches. Là, en trêve de plaisanterie, j'habite à Lyon. Ça va faire 3 ans maintenant. D'ailleurs, je sais toujours pas le placer sur la carte, à en croire la presse. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'il faut retenir de moi? J'ai un passé plutôt école de commerce. J'ai fait 5 ans d'alternance. Donc, j'étais à l'EM Grenoble et à Catch Business School. Ces 5 ans d'alternance, je les ai fait les 3 premières années dans une agence de publicité, ensuite dans une SS2I, donc maintenant on appelle ça des ESN, des entreprises du numérique, on va appeler ça ainsi. Ensuite, j'ai créé ma startup qui s'appelait Cut in Line, qui était une application mobile pour réserver des repas emportés, qui a failli connaître un franc succès. Malheureusement, on a eu des problèmes techniques et au moment où on se parle, là, on est en confinement et le click and collect n'a jamais aussi bien marché. Et typiquement, c'est ce qu'on faisait. Et donc c'est d'autant plus rageant. Mais du coup, bon, je suis reparti sur d'autres projets. Aujourd'hui, je travaille en tant que salarié chez Cision, qui est une entreprise, l'un des leaders mondiaux de la veille média, mais également de tout ce qui va toucher la data pour les relations presse. En parallèle de ça, je suis à mon compte comme animateur d'événements, animateur micro d'événements, et j'ai rejoint la formidable équipe de Startup au Calme cet été. Donc, je vais vous parler de tout ça, et puis je vais vous expliquer également quelles sont les missions de Startup au Calme. Je suis très branché vie perso aussi, donc je vais vous parler de mes passions. Ma première passion, bah, c'est le podcast. Je vous en parlerai également puisque j'ai créé et j'anime le podcast Startup au Calme. Et mes deux autres passions, c'est le sport. Je suis un grand sportif. Je suis marathonien et j'adore aussi complètement autre chose, les transitions PowerPoint. Donc je vais vous régaler pendant toute la soirée. Alors pas à chaque transition évidemment, mais j'essaierai de vous régaler au fur et à mesure de la presse. Donc voilà pour ma présentation. Après, on peut parler de Startup au Calme, parce que je ne suis pas seul derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est que Startup au Calme? Ben, je vais vous dire. Euh, on a différentes missions. La première, c'est vraiment de donner envie aux jeunes d'entreprendre. Ça, c'est la première des missions. C'est un média, en fait, Startup au Calme, qui a pour but de décrypter l'entrepreneuriat des jeunes, d'inspirer, de conseiller, d'aider et de rendre accessible à tous le jargon startup qui parfois peut être un peu compliqué avec beaucoup d'acronymes, beaucoup d'anglicismes, de néologismes, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre le plus fluide possible l'expérience qu'un jeune va pouvoir avoir avec l'entrepreneuriat. Et alors, comment on s'y prend? On s'y prend sous différents formats. Les réseaux sociaux, géré de main de maître par Mathilde Areni et Adil Mania, qui est aussi le fondateur de Startup au Calme. Les réseaux sociaux, c'est quoi? On est très présent sur Instagram, Startup OKLM. Je vous invite d'ailleurs à venir nous rejoindre. On est également présent sur Facebook, LinkedIn. Ça, c'est pour les réseaux sociaux. Le podcast, je m'en occupe personnellement. On est présent sur Spotify, Apple Podcast, Deezer,
Google Podcast et bien d'autres plateformes, on va dire satellites, qui hébergent aussi notre podcast. Et très bientôt, puisqu'on parle du premier trimestre 2021, on va accueillir le petit nouveau. Ça va être le magazine Startup au calme qui va sortir. Et donc là, c'est plus Mathilde Marin qui s'occupe de ça. Donc Mathilde Marin, pour vous présenter la team, c'est cette jeune fille qui est à gauche. Puis on voit Mathilde Areni, puis Adil Mania, donc le fondateur, et moi-même. Donc voilà comment est organisée la presse d'aujourd'hui. On va faire 3 grandes étapes et puis on finira par un échange vraiment parce que je veux que ce soit un échange entre vous et nous. L'idée, c'est, enfin nous, quand je dis nous, c'est moi, mais je représente toute l'équipe ce soir. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus interactif possible et donc on va retrouver ça dans la 4e partie. On va commencer par les erreurs à éviter parce que souvent on voit que beaucoup d'entreprises ferment et parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites en amont. Donc on va essayer de balayer ça. Je vais pas toutes vous les faire. Je me suis concentré sur 6 ou 7 erreurs seulement, mais il en existe beaucoup d'autres. La 2e partie, ce sera les conseils qu'on va pouvoir vous donner, et la 3e partie, c'est comment on peut très concrètement commencer un processus de création d'entreprise. Voilà, les erreurs à éviter. La première, c'est vouloir tout faire seul et, comment dirais-je, avoir des mauvais associés, avoir une équipe qui n'est pas très intéressante. Il faut savoir que 23% des entreprises de type start-up qui se cassent la figure se cassent la figure à cause d'une mauvaise équipe, d'une mauvaise synergie en fait entre les associés. Et donc pour ça, il faut apprendre à s'entourer et il faut à chaque fois chercher la complémentarité avec son associé. L'idée, c'est pas forcément d'être associé avec son meilleur ami parce que on a vécu plein de trucs, c'est super cool et on a l'habitude d'être ensemble et on surmonte tout. En fait, l'idée, c'est vraiment de chercher de la synergie. Si mon meilleur ami est technique et moi je suis commerce, parfait, il y a une synergie qui est faite et dans ce cas-là, ça peut être très opportun de s'associer. Si on a les mêmes profils, si on a suivi les mêmes cours, on a les mêmes expériences, c'est à voir. C'est à voir, mais c'est pas obligatoire que l'association soit intéressante. Faire un focus sur la technique et le produit parfait. Alors souvent, quand on veut sortir un produit ou un service, on veut que ce soit parfait avant de le présenter à des clients. Et ça, on s'aperçoit que c'est souvent des bêtises pour parler pour parler un peu trivialement, c'est souvent des bêtises. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de sortir le plus rapidement possible ce qu'on appelle un MVP dans le milieu startup. Donc, je vais y revenir. Et c'est de rencontrer surtout ses futurs clients, ses prospects, et d'essayer d'avoir un maximum d'échanges pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir. Et c'est par la suite qu'on va affiner un produit ou un service pour qu'il soit dit parfait. Alors, un MVP, typiquement, j'ai ce stylo Bic devant moi, donc je vais en profiter. Un MVP, si vous deviez vendre ce stylo Bic, ce serait la partie la plus simple du stylo, à savoir, ce stylo permet d'écrire, donc ce serait ça en fait. Ce serait sans la partie en plastique et ça permet de faire ses premières ventes en fait, de dire si quelqu'un a vraiment besoin d'écrire, dans ce cas-là, la partie primaire du stylo suffit et donc je vais lui vendre ça. Et après, vous allez, en discutant avec lui, s'apercevoir qu'il a besoin de maintenir son stylo parce qu'il écrit beaucoup et qu'il a besoin d'un capuchon parce que sinon la bille sèche. Mais à court terme, ça répond à un besoin si vous vendez uniquement le stylo à proprement parler, sans le carénage, on va dire. Une erreur aussi qu'on voit souvent, tomber amoureux de son idée. Alors, tomber amoureux de son idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser que son besoin est universel. Et alors là, il y a une stat aussi, toujours selon la même étude de CB Insights. Ce sont mes sources. 42% des entreprises échouent
Et pourquoi? Parce qu'elles ne répondent pas à un besoin client. Et donc ça, bah, c'est un truc de fou parce que ça veut dire que en gros, la plupart du temps, les sociétés créent un besoin, du moins se créent un besoin, l'entrepreneur se crée un besoin, sauf que ça ne répond pas du tout à un besoin que pourraient avoir des gens et ces gens ne seraient pas donc prêts à payer puisqu'ils n'ont pas ce besoin-là. Et donc c'est super important de se dire quel est le besoin vraiment des utilisateurs et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter plutôt que de dire je pense à ça, je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui vont me suivre parce que c'est pas la même mentalité. Et donc l'idée pour ça c'est de se faire challenger et c'est de penser, alors ça c'est encore autre chose, mais de penser projet et non produit. Typiquement, Bic, s'ils avaient pensé produit, ils auraient eu que ce stylo noir. Or, Bic, ils ont des stylos verts sur le même modèle, des stylos rouges sur le même modèle, des stylos bleus sur le même modèle. Ils ont même des 4 couleurs. Bref, ils ont énormément de produits. Et s'ils avaient pensé uniquement produits, on serait resté en fait sur ce stylo noir et non pas sur toute la gamme qu'ils ont. Ils sont même allés se diversifier après en allant faire des rasoirs, en allant faire des parfums qui ont été certains fiascos, plus de problèmes de distribution qu'autre chose, mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut penser projet et non produit. Passer beaucoup trop de temps sur des futilités. Donc là, j'ai marqué le pricing et le business plan. Ça peut être aussi la communication. C'est très important, bien évidemment, mais ça sert à rien d'y passer trop de temps. L'idée, vraiment, c'est d'aller directement voir les utilisateurs, discuter avec eux, et c'est là où vous allez avoir vraiment une valeur ajoutée dans ce que vous allez proposer parce que ça collera au marché. Donc souvent la question qu'on se pose de qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir l'utilisateur et donc ton futur client, souvent c'est la peur. Et donc du coup l'idée c'est de faire sauter ce verrou de la peur et d'essayer de comment dirais-je de se concentrer uniquement sur ce processus d'itération qu'il va y avoir entre ce que je vais appeler votre labo, donc vous, là où vous travaillez, et votre client et votre utilisateur. Souvent, on dit je veux garder mon idée pour moi, je veux la garder secrète, après ils vont me la piquer. Ou alors, on fait très attention à la vie du premier cercle. Ce que j'appelle le premier cercle, ça va être la famille et les meilleurs amis qui sont pas forcément des entrepreneurs. Alors ça, pareil, c'est un peu une bêtise. Pourquoi? Parce que pour la première, l'idée ne vaut rien, c'est certain. Et pour le deuxième, donc l'avis du premier cercle, souvent on va avoir maman qui va nous dire prends pas trop de risques, trouve-toi un emploi, sois plutôt salarié, etc., etc. Et donc du coup vous n'entreprenez jamais puisqu'après c'est jamais vraiment le temps. Une fois que vous avez votre premier salaire, vous vous dites c'est vrai que c'est confortable, maman avait raison, et vous n'allez pas avoir ce goût du challenge. Enfin, très très rarement on va avoir ce goût du challenge et donc c'est un peu dommage. Et donc voilà pourquoi il faut quand même bien rester focus sur sa mission. Si on a envie d'entreprendre, il faut le faire. Et il faut parler de son idée parce que justement, de la discussion, vous allez construire quelque chose et co-construire avec les utilisateurs. Je reviens toujours à cette notion de co-construction avec l'utilisateur qui est super importante dans l'entrepreneuriat. Mal gérer son argent. Alors c'est un vrai problème aussi. 29% des sociétés se cassent la figure parce qu'elles n'ont plus de liquidité. Donc elles n'ont plus de cash, elles n'ont plus de trésorerie, elles n'ont plus d'argent, ni plus ni moins. Donc pour ça, pour bien gérer son argent, il faut bien allouer les bons montants aux bonnes ressources. Donc avant ça, il faut le calculer. Il faut pas se laisser aller à dire tiens ça me plaît, je vais le prendre. Tiens, si dans votre business plan vous n'avez pas calculé combien va vous coûter la communication, combien va vous coûter votre expert comptable, etc., ça va être compliqué après de tenir le budget puisque vous n'en avez pas par définition. Et il y a un autre point aussi qui est important pour ceux qui ne souhaitent pas entreprendre seuls, pour ceux qui souhaitent entreprendre donc avec des associés, c'est comment on répartit le capital. Souvent, on s'aperçoit que ça peut créer des tensions par la suite, donc il faut être vraiment super clair avec ça et il faut bien en discuter en amont. Et à terme, il faut aussi faire ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires où on se promet
de réagir de telle manière si il arrive telle chose. Donc c'est toujours un arbitrage, et plus il y a d'associés, plus c'est compliqué à faire, mais plus il faut le faire parce que plus ça peut partir dans tous les sens. Donner trop d'importance à ses concurrents. Pareil, ça, l'idée, c'est d'essayer de trouver ce qu'on va appeler des facteurs clés de succès qui vont venir vous différencier de la concurrence. Donc, faites ce qui vous semble être le mieux et prenez des risques par rapport à la concurrence, puisque sinon, vous allez faire naturellement la même chose. Et avoir des concurrents, se dire, souvent, on dit, oui, voilà, j'ai des X activités. Tout le monde, les néophytes de l'entrepreneuriat ou les non-entrepreneurs vont dire « Ouh là là, mais il y a beaucoup de concurrents, pourquoi tu fais ça ?» En fait, tout va dépendre de l'exécution et pas forcément du marché à proprement parler. S'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché, donc des clients, et donc c'est plutôt bon signe. Mais si vous rentrez dans le jeu de dire « Ouh là, je vais aller chercher quelque chose où il n'y a pas de concurrents », eh ben bon courage, parce que peu de sociétés révolutionnent le monde dans le monde d'aujourd'hui. Donc bon, il y en a eu et il y en aura encore, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que si on essaie de faire quelque chose qui existe et dont le marché existe et qu'on va essayer de l'améliorer, d'améliorer les process et d'avoir ce qu'on appelle des facteurs clés de succès. Donc hop, voilà ma petite transition. On passe directement à la deuxième partie, les conseils qu'on va pouvoir vous donner. Donc la base, c'est quoi? C'est de se lancer dans une entreprise qui te correspond. Si t'es pas passionné, ça va être compliqué parce que tu vas voir que ça va être très chronophage, que ça va te prendre donc beaucoup de temps, que tout le monde va t'en parler, qu'au final ça va être ta vie. Et si tu crois pas en toi et si tu crois pas en ce que tu vas proposer à tes clients, ça va être très compliqué. Et bien sûr, un point important, on y revient toujours, hein, c'est un peu le nerf de la guerre, il faut avoir quand même quelques mois, voire une année de trésorerie personnelle devant soi, ou alors ce que j'appelle des sponsors fiables. Merci papa, merci maman. À la limite, ça peut être aussi, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille aisée, ça peut être aussi totalement une entreprise qui va venir co-construire avec vous le projet, donc qui peut être aussi un sponsor, ça peut être intégré dans le deal. À vous de négocier ça avec des sponsors, donc pour le coup B2B professionnels, ça peut être tout à fait envisageable. Alors avant de se lancer, il faut, tu ne dois pas penser du moins qu'entreprendre, c'est de ne pas avoir de boss, parce qu'en effet, tu n'auras pas de boss de N+1 comme tu peux avoir dans une société normale. Par contre, tu vas avoir comme boss ton banquier et très rapidement tes clients. Et là, c'est autre chose puisque tu n'as plus un boss, mais énormément de boss. Et donc, tout est une priorité. Tu verras que globalement, un entrepreneur, il a des boss. Tu ne dois pas penser que c'est facile aussi parce que c'est une montagne émotionnelle, une montagne d'émotions que tu vas te prendre dans la tête tous les jours. Il y a des super bonnes nouvelles. Ah nickel, on a signé notre premier contrat, notre premier beau contrat, c'est génial. Et puis derrière, boum, il y a telle taxe qui tombe et là tu te dis oh, je l'avais pas prévu celle-là. Et c'est pas grave parce que chaque jour tu vas en avoir entre 5 et 10 des bonnes et des mauvaises nouvelles et il faut gérer avec. Tu dois penser quand même. Ça c'est le genre de petite blague que je me fais quand je fais les PowerPoints. En fait, j'essaie de rester comme je suis dans la vie. Et quand je vois le premier point qui commence par tu ne dois pas penser, le deuxième point qui commence par tu ne dois pas penser, je me suis dit le troisième point tu vas mettre tu dois penser quand même. Ça m'a fait rire. Bon là, je vous avoue que c'est un peu moins rigolo, mais ça me va bien. Et ça me représente bien. Quatrième point, te préparer mentalement à la charge de travail et au stress. Ça reprend complètement le deuxième point. C'est l'idée des montagnes russes émotionnelles. Et donc pour ça, il faut trouver un moyen de souffler. Pourquoi? Parce que sinon vous allez exploser comme une cocotte minute. Donc moi, c'est le sport, vous l'aurez compris, mais ça peut être aussi l'art, la musique. Enfin, chacun a son truc. Aller boire un coup avec des amis. Enfin bon, bref, c'est très variable, mais c'est très 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 important. Prenez des rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire que dans votre agenda, vous mettez, là, c'est 2 heures qui sont non compressibles. Quoi qu'il se passe, je dois me retrouver et donc ça fait partie vraiment des rendez-vous qu'il faut garder 2 ou 3 par semaine. Un rendez-vous avec soi-même, ça fait toujours du bien.
Le juste avant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut échanger avec ses futurs prospects, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Adopter ce qu'on appelle le Lean Startup, le processus itératif entre justement ses prospects et son labo, donc là où on va travailler soit son produit, soit son service, du moins sa solution. Il faut étudier son marché, donc qui va acheter. Il faut étudier aussi sa concurrence, benchmarker, mais pas trop. Donc un benchmark, pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, c'est ni plus ni moins qu'une étude de marché, une étude des concurrents, où on va identifier, pas beaucoup, 4, 5 acteurs maximum, et on va se dire, eh bien, quelle est la valeur ajoutée, quelle est la valeur ajoutée de tel acteur, typiquement. Je vends des fringues, je dis n'importe quoi, ou je vends un peu de tout, j'ai un commerce qui vend un peu de tout. Quel est mon concurrent? Il y a Amazon, c'est certain. Amazon, quelle est sa valeur ajoutée? Il y a un choix qui est pléthorique. Il y a une supply chain qui est mise en place qui est hyper performante, c'est-à-dire quand je clique sur acheter, 24 heures après, je peux avoir dans ma boîte à lettres ce que j'ai acheté. Mais c'est pas le seul acteur, il y a aussi le commerce de proximité, typiquement. Commerce de proximité, quelle est sa valeur ajoutée? Le conseil que je trouverai pas chez Amazon. Il y a le fait que je puisse essayer, ce que je peux pas faire chez Amazon aussi facilement. Et il y a le fait que si j'ai envie d'avoir je dis n'importe quoi, une paire de chaussures maintenant, eh bien typiquement, je peux repartir avec mes chaussures aux pieds, alors que sur Amazon, c'est pas possible. Voilà déjà deux modèles qui sont complètement différents. Et comment moi, nouvel acteur sur le marché, je vais pouvoir trouver un facteur clé de succès et me différencier par rapport à tout ça. Donc le benchmark, c'est super important. Autre chose qui est très important, vérifier le time to market. Qu'est-ce que c'est que le time to market? C'est est-ce que la société que je suis en train de créer est dans l'air du temps en fait? Est-ce que le besoin est existant maintenant? Et est-ce que les gens sont prêts à payer maintenant pour ce que je vais proposer? Et ça, c'est super important parce que souvent, on s'aperçoit qu'à 2-3 ans près, parfois, il y a des choses qui marchent très très bien en 2020, qui marchaient pas du tout en 2017 et inversement. Alors la partie c'est dans la tête est très sympa aussi puisque l'idée c'est d'avoir un plan en tête. Vous êtes en fait un skipper, là en ce moment c'est le Vendée Globe, vous êtes un skipper, vous avez un cap à tenir, donc vous devez avoir un plan qui est clair et qui est dans votre tête constamment. Il faut quand même éviter d'avoir la tête dans le guidon, donc il faut être capable de prendre un peu de recul, ne pas être borné, rester lucide, prendre du recul et savoir pivoter. Et alors là, savoir pivoter, je vais vous régaler parce que j'ai une petite anecdote. Sur le pivot, on va parler d'une société qui vous parle forcément. Je vais vous parler de YouTube. YouTube, en février 2005, devait être un site de rencontre basé sur la vidéo, une sorte de chat roulette pour ceux qui connaissent. Et en fait, ils se sont aperçus que le marché n'était pas du tout prêt pour ça. Et justement, ils ont fait ce qu'on appelle un pivot. Donc, ils ont pivoté. Et c'est seulement 3 mois après que YouTube est devenu le YouTube qu'on connaît avec la première vidéo qui est sortie le 26 avril 2005 par le fondateur, l'un des 3 fondateurs, puisqu'il y a 3 fondateurs chez YouTube, qui s'appelle Jawad Karim, qui a sorti Me at the Zoo. Et donc, c'est la première vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube. Me at the Zoo, c'est ça. Donc, c'est une vidéo de lui au zoo. Et donc, c'est vraiment un mythe, cette vidéo. Et c'est la première qu'il y a eu sur la plateforme YouTube. Donc, voilà, sans ce pivot-là, YouTube serait mort et ne serait jamais devenu YouTube. Les débuts, l'idée, c'est de commencer petit, mais rapidement. C'est d'avoir justement cette vitesse et cette qualité d'exécution qui est attendue. Ne pas chercher à révolutionner le monde, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, et créer la structure le plus tard possible. Qu'est-ce que ça veut dire, créer sa structure? Ça veut dire déposer les statuts de sa société le plus tard possible. Pourquoi? Parce que ça va engendrer naturellement des frais d'expertise comptable, des frais multiples en tout genre qui peut y avoir lorsqu'on crée une société. Donc l'idée, c'est de décaler au maximum et de retarder au maximum la création de la structure.
L'idée, c'est aussi de s'entourer. Alors, comment on fait? On participe à des Teen Startup Day. J'ai volontairement pas dit le Startup Weekend. Teen Startup Day, j'en parle très rapidement. C'est également un programme de week-end startup que Adil Mania, le fondateur de Startup au Calme, a créé. Donc voilà, il y en aura probablement un sur le premier semestre 2021 à Lyon. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de Startup au Calme, bien évidemment, qui communiquera là-dessus. Intégrer un réseau d'entrepreneurs, évidemment. Ça peut être un incubateur. Échanger avec d'autres entrepreneurs. Il existe plein de soirées networking entrepreneuriales. Franchement, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire parce que on échange, les idées elles fusent. C'est souvent des gens qui ont pas les barrières que peuvent avoir, on va dire vos amis non entrepreneurs, et donc du coup c'est super important de pouvoir échanger avec des entrepreneurs, avoir un mentor dans votre secteur d'activité et un autre qui n'a rien à voir avec votre secteur d'activité. C'est super bien parce que vous allez avoir cette personne ou ces deux personnes qui vont vous abreuver de plein de conseils et ça va vous faire grandir en accéléré. Et bien sûr, petit moment pub, petit placement de produit pour Startup au Calme. Bien sûr, s'abonner aux réseaux sociaux, Instagram en pole position, écouter les podcasts donc que vous pouvez retrouver sur les différentes et les principales plateformes. Et quand il sortira, achetez le mag. Comment ça se passe pour booster sa créativité et ce que j'appelle innover décalé? Eh bien, il y a différents outils. Voilà, il y a le 3e épisode que j'ai enregistré avec Mathilde Ruffray, qui est UX designer et qui nous fait un peu part de ses tips pour justement innover, faire ce qu'on appelle du design thinking. C'est super intéressant. Elle nous explique aussi comment Dominic Wilcox, qui est un designer anglais, fait pour faire travailler des enfants sur ses projets. Et en fait, il questionne des enfants, il leur dit qu'est-ce que tu aimerais dans un monde merveilleux, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Et ça peut être des feutres qui ne sèchent jamais. D'accord, à partir de là, il sait qu'il doit travailler là-dessus. Donc si vous n'avez pas d'enfants sous la main, pas de souci, vous avez forcément des amis un peu tarés, et c'est le moment d'aller boire un coup avec eux et de les faire parler sur si tu avais la possibilité de faire ce que tu veux de plus fou, qu'est-ce que tu ferais? Et là vous venez, vous prenez vos notes et puis généralement vous allez avoir plein d'idées. Et posez des questions à vos utilisateurs potentiels, à vos clients, aux entrepreneurs de votre réseau. Et si vous en avez pas encore des entrepreneurs dans votre réseau, venez nous les poser à Startup au Calme. On sera ravis d'y répondre et de vous aider. L'idée, c'est de rester focus aussi. Pour ça, il faut se fixer des objectifs, évidemment, intégrer ce qu'on appelle une to-do list à son agenda, savoir à chaque fois ce qu'on doit faire pour pas être tenté de partir dans tous les sens. Mesurer sa progression grâce à des indicateurs clés, donc ce qui s'appelle des KPIs. Donc il peut y en avoir plein sur plein de sujets différents, ça dépend vraiment de votre boîte. Et l'idée, c'est aussi d'adopter l'amélioration continue, c'est-à-dire constamment essayer d'améliorer ses process pour que l'entreprise soit la plus fluide et la plus parfaite possible. On est déjà parti sur la 3e partie, les premières étapes concrètes donc. Alors, elles se décomposent en plusieurs parties. C'est vraiment, ça c'est mes étapes que je vous préconise. Après, il en existe beaucoup d'autres et ça dépendra aussi de vous, de qui vous êtes, de où vous voulez aller. Il y a plein de questions à se poser avant de créer une boîte. Moi, c'est vraiment ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer. Choisis un secteur qui te passionne et trouve un mentor et des associés. Ça, c'est super important. Toujours cette question de synergie entre les associés, c'est hyper important. Donc ça, je vous le conseille grandement. Étudier son marché. Donc son marché, c'est qui va acheter, mais c'est également qui sont mes concurrents. Mais surtout, qui va acheter et échanger avec les utilisateurs, les futurs utilisateurs qui deviendront naturellement vos ambassadeurs et donc vos clients.
Étudier tes concurrents, leurs facteurs clés de succès, on en a parlé aussi, et choisis ton océan bleu. Alors, j'en ai parlé un peu, mais j'ai pas mis ce mot-là. Un océan bleu, c'est quoi? C'est un paradigme de stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que l'océan rouge, ça va être Amazon. Si demain vous cherchez à faire une place de marché où vous allez tout trouver, honnêtement, c'est pas l'idée du siècle parce que c'est déjà pris et hyper concurrencé et donc c'est ce qu'on va appeler un océan rouge. Par contre, si vous trouvez un facteur clé de succès différenciant et que vous allez creuser cette piste pour créer votre société, dans ce cas-là, vous serez dans ce qu'on appelle un océan bleu. Donc trouvez bien l'océan bleu plus que l'océan rouge qui est trop concurrencé et donc beaucoup moins intéressant en termes de possibilités. Écrire ses promesses, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un moment un peu d'introspection, on se retrouve un peu seul avec soi-même et se dire qu'est-ce que je veux faire de cette boîte dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être que votre plan, ça va être de se faire acheter. Peut-être que votre plan, ça va être d'en vivre seul sans avoir de salariés. Peut-être que votre plan, ça va être avoir 50 salariés dans 10 ans. Chacun va avoir ses promesses. Il peut y avoir aussi des promesses plus personnelles. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Moi, même si demain je suis plus riche que Bill Gates et plus comment dirais-je, plus Pepsi que Elon Musk, je me promets de toujours donner des conseils aux jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre et créer leur boîte. Voilà, ça peut être une promesse qu'on se fait par exemple. Et rejoindre un incubateur, je pense que c'est le bon moment quand on commence à avoir une idée vraiment de son marché, quand on commence à avoir son idée et ses premiers feedbacks avec ses futurs utilisateurs, c'est le moment pour intégrer un incubateur. Pensez à son business model, à sa stratégie marketing 4P, j'y reviendrai, et son business plan. La stratégie marketing 4P, peut-être que ça ne vous parle pas et c'est normal sur des programmes en école d'ingé. Les 4P, donc on appelle aussi ça le marketing mix. C'est en fait une stratégie marketing qui repose sur 4 mots qui sont donc le produit, le prix, la place et la promotion. Donc ça, c'est les mots anglais. On va en fait traduire ça par produit, prix, distribution et communication. Donc c'est les 4 grands axes qu'il faut étudier vraiment sur son marketing pour être pertinent. Sortir son MVP, donc son minimum viable product. On en a parlé avec le stylo Bic tout à l'heure. Donc vraiment quelque chose qui se vend très facilement. Créer sa structure, donc ça c'est plutôt tardivement, comme on vous l'a dit, et se protéger à l'INPI. Se protéger à l'INPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez une marque forte, déposez la marque. Ça veut dire aussi si vous avez un produit à forte technicité, brevetez ce produit. En gros, c'est se protéger de toute potentielle contrefaçon. Écrire un argumentaire de vente, un pitch, comme on appelle ça dans le milieu startup. Pour ça, on peut s'aider d'une méthode qui est plutôt simple, la méthode CAP, CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Typiquement, toujours ce stylo, j'ai bien fait de le mettre à côté de moi. Quelle est sa caractéristique? C'est qu'on peut écrire constamment des kilomètres et des kilomètres de mots. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est qu'il sèche jamais et qu'on peut on peut tout à fait l'utiliser. Il est périn dans le temps. Et la preuve, c'est on a écrit, je dis n'importe quoi, 30 km avec ce stylo, 30 km d'encre, et je vous laisse le tester pour voir la prise en main, etc., etc. Donc toujours bien caractéristiques, avantages, preuves. Vends à ce qu'on appelle tes early adopters, donc tes ambassadeurs, tes premiers clients. Ça, c'est super important, avoir ses premiers clients et surtout avoir des clients qui te recommandent. C'est pour ça que je parle d'une notion d'ambassadeur. Pense à ton financement. Alors, lever des fonds, on entend beaucoup les levées de fonds. Pourquoi pas? Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire de votre boîte. Pour le coup, si vous voulez être freelance et faire du consulting, est-ce que vraiment vous avez besoin de lever des fonds? Je pense pas. Par contre, si vous avez en effet des besoins d'investissement qui sont lourds dès le début, ou du moins rapidement dans
dans votre process de développement. Dans ce cas-là, oui, il faut penser à son financement. Donc pour ça, il existe beaucoup de possibilités. On pense souvent à la BPI, que vous pouvez retrouver sur Internet très facilement, qui est une banque d'investissement pour les startups du coup. Vous pouvez aussi on peut entendre parler de business angel, donc là qui sont souvent plus des professionnels un peu aguerris qui vont venir investir dans des sociétés. Voilà, bon, il y a différentes manières de financer sa boîte et on peut également vous en parler chez Startup au Calme si ça vous intéresse. Constitue ta dream team. Alors ça c'est super important aussi, hein, c'est l'idée de bien s'entourer comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça passe par l'expertise comptable, ça passe par le banquier, ça passe par l'avocat, par l'assureur, etc., etc. Il y a plein on va dire de personnes ou de parties prenantes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De parties prenantes qui sont super importantes lorsqu'on monte une boîte. Et les 4 que je viens de vous citer en font grandement partie. Comment continuer à chouchouter et à multiplier ces ambassadeurs? C'est eux qui vont vous faire vivre et c'est eux qui vont recommander vos services, vos produits, vos solutions. Et donc c'est pour ça qu'il faut les chouchouter. Et plus on les chouchoutera, plus naturellement ils vont être le miroir de ce que vous impulsez. Donc n'hésitez pas à vraiment les choyer. Trouvez les bons outils après pour essayer de gagner en automatisme. Donc ça va être le CRM. Le CRM, c'est le Customer Relationship Management, donc ce qu'on va appeler un outil en fait de gestion relation client. Ça va être un outil aussi, ça peut être aussi un outil de facturation par la suite. Un outil de productivité, ça il en existe beaucoup. En productivité, bon, moi j'ai aucun placement à faire, mais moi j'utilisais à titre personnel Trello que je trouvais très intéressant. Donc voilà, je vous conseille d'essayer d'automatiser et de numériser au maximum vos outils. Et l'idée, c'est d'être toujours soi-même, de ne jamais oublier les promesses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et plus vous êtes vous-même, plus vous serez authentique, plus vos clients et donc vos ambassadeurs vont avoir de la facilité à vous suivre et à adhérer complètement à ce que vous portez. Donc, je vous conseille ceci. Et travailler énormément et toujours se challenger, se faire challenger et se challenger, ouais, personnellement, c'est super important. Hop, on a terminé. Un point pour vous dire, déjà merci pour votre écoute, merci à Genius Central Supélec et à Bertrand et ses équipes pour l'accueil. Vous avez vraiment été top. Écoutez, merci aussi évidemment à Startup au Calme, mes 3 compères, les 2 Mathilde et Adil qui m'accompagnent quotidiennement dans ce beau projet qui est le nôtre. Et voilà, si vous êtes curieux, si vous souhaitez rejoindre l'aventure, on vous attend sur Instagram, on répondra à toutes vos petites problématiques. Et avant de vous retrouver sur Insta, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci à vous. Super, merci Pierre. Si tu souhaites, peut-être on peut arrêter le partage de l'écran pour que tu puisses Yes, le- parce que du coup je vous vois pas et c'est un peu triste. Tac, on arrête le partage. Voilà, super. Du coup, moi, il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as présenté. Et Dis-moi. je l'ai vu sur vos réseaux, c'est vous parlez beaucoup d'ambassadeurs et pas de Ouais. clients. Pour toi, c'est quoi la différence entre un client et un ambassadeur? Eh ben, c'est alors un ambassadeur par définition est un client. Hein. Il faut aussi quand même appeler un chat un chat. Néanmoins, l'ambassadeur il va être très intéressant parce que c'est lui qui va promouvoir ta boîte aux yeux de ses amis, aux yeux de son entourage. Ça va être un peu ce qu'on va appeler un influenceur sur les réseaux sociaux. Mais on en parlait d'ailleurs. T'en parlais avec Cyril Chiche de Lydia. Hmm. Et moi, je cherchais à voir les grandes gueules du groupe. Ouais, Parce que les grandes gueules du groupe, c'est les 3 dans les 10 du groupe, c'est les 3 qui vont dire, ouais, maintenant on fait les paiements par Lydia, typiquement. Et pour reprendre son exemple. Et donc ça, c'est des ambassadeurs. C'est en fait ceux qui vont naturellement
même s'en rendre compte, être moteur dans le développement de ta boîte. Ok, d'accord. Donc c'est des gens qui sont vraiment fidèles et qui approuvent en fait tout ce que tu fais, tes valeurs et qui vont Complètement. venir, pousser un peu le business quoi. Complètement. Complètement, t'as tout compris. Super. Mais je vais devoir avec Siwan qui il y a un petit message de Martin. Ah, il y a une question. Quel ouvrage sur l'entrepreneuriat recommanderais-tu? Là, si tu avais un ouvrage ou des ouvrages. Yes. euh, Il y en a 25 000. Il y en a 25 000. Moi, je suis très branché productivité, Julien. Donc, pour répondre à ta question, on peut parler de la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. On peut parler de la 25e heure. Après, il y a aussi sur ma première partie, j'aurais pu m'inspirer de, alors je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est 100, si tu tapes 100 choses pour couler sa boîte, pour planter sa boîte, je crois, 100 idées pour couler ou planter sa boîte. C'est aussi une superbe source d'inspiration. Après, moi, je lis aussi quelques biographies d'entrepreneurs. Je pense à Marc Simoncini, qui est l'un des plus fame en France. Donc, ouais, clairement, j'irai vers ces ouvrages pour répondre à ta question, Julien. Super. Il y a une question de Martin, donc, qui est président de Genus CS, qui nous demande, Yes. est-ce que tu penses qu'il y a une période idéale pour entreprendre? Est-ce que Alors, après ses études, après un premier job, est-ce que toi, Alors, moi, je l'ai fait après les études. J'ai commencé à le faire dans ma dernière année de master, donc en master 2 où j'avais mon mémoire à faire, j'étais en alternance et j'ai commencé à créer, donc c'était en avril et donc je terminais en juillet, donc j'ai eu ces 3 mois où j'étais un peu vraiment full parce que plein de trucs à faire et donc j'ai commencé à ce moment-là et honnêtement, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver, c'est d'être créateur d'entreprise à un moment où j'étais aussi encore étudiant. Et ça, je vous le conseille 1000 fois parce que mine de rien, vous avez rien à perdre à ce moment-là de votre vie. Hormis de dire non à un potentiel CDI, moi, ce qui était le cas, ils m'ont proposé un CDI. J'ai dit bah non, j'aimerais tenter une aventure entrepreneuriale. Donc c'est vraiment typiquement ce que je vous conseillerais, c'est d'y aller à la toute fin de vos études pour pouvoir basculer. On sait que les premiers jobs sont parfois compliqués à trouver, alors plus ou moins, ça dépend des personnes, ça dépend des profils. Donc voilà, mais je vous conseille vraiment de la créer rapidement en fait. Dès que vous avez une idée qui semble tenir la route, allez la tester. Et donc ça peut être maintenant, ça peut être dans 5 ans. Après, le risque que vous prenez, c'est plus vous allez attendre, plus vous allez avoir des choses à perdre. C'est pas. Moi, je me suis dit, bah, si j'ai 2 enfants et que j'ai l'école à payer, faut que je les nourrisse et tout et tout. La pression n'est pas la même que lorsque en fait je suis étudiant et je suis plus ou moins habitué à manger des pâtes. Alors comme j'étais en alternance, je mettais de la bolognaise dedans, mais c'était pas c'était pas bien mieux que des pâtes au beurre quoi. Donc voilà. super. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, de savoir à quel moment se lancer, parce qu'on se dit bah, il faut quand même de la connaissance, et d'un autre côté, bah, plus on va attendre, plus on aura des responsabilités, des obligations, et Alors, justement, pour la connaissance, l'idée d'avoir des mentors dont je parlais tout à l'heure, typiquement, c'est aussi eux qui vont vous apporter de la connaissance et trouver un associé qui est complémentaire, c'est pas trouver un associé qui a forcément son âge, hein. Moi, typiquement, dans Cutting Line, mon associé, il avait 52 ans. Et Mhm. donc, l'expérience, ben, elle était là. Et moi, j'avais mes 5 ans d'expérience en tant que commercial. J'ai un père qui est chef d'entreprise depuis 59 ans, qui est un peu âgé et qui est chef d'entreprise depuis 59 ans. Donc, j'ai aussi cette expérience de, d'être bercé dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Et donc, naturellement, on était quand même très complémentaires avec Laurent, mon ancien associé.
Et d'ailleurs, quand tu parles d'associé, il y a une question d'Alexis de l'Estaca. Bonsoir à l'Estaca, c'est un plaisir de vous voir. C'est comment peut-on trouver un mentor et sa Dream Team? Salut Alexis. Alors, comment trouver un mentor? C'est simple et de l'autre côté pas simple. Ça a jamais été aussi simple. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on a un super réseau social qui s'appelle LinkedIn et donc il suffit de savoir plus ou moins quel est ton secteur d'activité et tu vas pouvoir te dire bah, qui sont les personnes qui sont fortes d'expérience dans mon secteur. Et à partir de là, bah, tu vas contacter différentes personnes. Peut-être qu'il y en a qui vont même pas te répondre. Bah, dans ce cas-là, tu sais que dans leurs promesses, ils n'auront pas marqué aider les entrepreneurs qui souhaitent s'en sortir. Mais tu en as qui vont te dire avec grand plaisir quand est-ce qu'on peut s'appeler, etc., etc. Et donc, ça va être comme ça que tu vas trouver ton premier ambassadeur dans ton secteur d'activité. Dans l'autre, donc dans un pas ambassadeur, mentor, pardon. Dans l'autre mentor qui n'est pas de ton secteur d'activité, tu peux le trouver dans des soirées networking. Tu peux le trouver en discutant avec d'autres entrepreneurs, en disant bah voilà, idéalement, je recherche quelqu'un qui ressemble euh, à une personne qui saurait me conseiller dans mes choix. Et donc, je trouve à qui tu penserais, quoi. Et donc, naturellement, l'idée, c'est d'échanger constamment. Dans l'échange, vous allez avoir des, des rencontres qui vont se faire naturellement, en fait. Et c'est comme ça que vous trouvez vos mentors. Et si vous n'avez vraiment pas d'idée, eh ben, vous nous mettez un petit MP sur Startup au Calme, le Insta, et puis soit on vous en trouvera, soit on commencera par être vos mentors le temps que vous trouviez mieux. Très bonne solution. Et, euh, et donc, le, c'est d'ailleurs aussi parce que comment Alexis, il a reposé une question sur est-ce qu'on peut être, on peut avoir des, pardon, des associés qu'on ne connaît pas au début. Et je pense que tu pourrais regarder l'histoire de Lydia où ils se connaissaient absolument pas ils ont fini par s'associer avec Lydia. Donc ça prouve que tu peux. Il faut, comme je pense l'expliquer Pierre, bien connaître ses associés et faire poser les grandes questions dès le début pour savoir si ça va aller. Clairement. Et pour aller encore plus loin, il y a énormément de sociétés qui se créent à partir de Startup Weekend ou autres. Hein. Donc, ça veut dire que des gens qui se connaissaient pas du tout le matin en viennent à créer une entreprise un peu pour voir ce que ça donne sur un week-end. Et s'il y a match, eh ben, derrière, ils la créent en vrai, quoi. Donc il peut vraiment y avoir des belles opportunités dans les week-ends de création d'entreprise ou de simulation de création d'entreprise. Alors, pour enchaîner, il y a une question de Julie qui est assez intéressante. Créer une boîte aujourd'hui qui n'est pas du coup startup local, laquelle serait-elle? Si je devais créer une boîte, Là, tu te dis, je vais lancer une boîte. alors j'écouterais le marché. Donc pour ça, justement, j'irai à la rencontre de des gens. Je discuterai sur quelle est leur problématique. Donc moi, je suis plutôt axé B2B, donc plutôt entre professionnels. J'ai un peu du mal avec le B2C. Donc j'irai voir les sociétés qui m'inspirent et je leur dirai aujourd'hui il y a forcément des points d'ombre, des points de douleur que vous avez et quels sont ces points d'ombre et est-ce que vous avez des idées sur comment les solutionner et comme ça bah, je trouverai le moyen d'aider des sociétés. Donc je vais pas répondre à qu'est-ce que tu me créerais. La question est bonne, hein, mais qu'est-ce que tu créerais aujourd'hui? Ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce dont j'ai envie de faire, ça dépend du temps que je peux y allouer. J'irai vers quelque chose que je maîtrise. Donc ça peut être soit mes passions, soit le commerce en règle générale. Et j'irai chercher des points de douleur chez mes futurs utilisateurs et donc mes futurs clients. Super intéressant. Et d'ailleurs, quand tu parles de étudier son marché, là, il y a une question dans le chat qui est comment concrètement on peut bien étudier son marché et qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Parce que on peut toujours se dire, si je prends mes amis, je vais me dire, bah, j'étudie le marché. Tu vois, ou Ouais, enfin, peut-être on se trompe.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant de faire déjà, c'est de se baser, de se poser différentes bonnes questions concernant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, quel est en fait mon marché qui est potentiellement intéressé par ce que je vais faire. Typiquement, je vends, je dis n'importe quoi, des téléphones ou ouais, je vends des téléphones. On va partir là-dessus. Qui est utilisateur de téléphone? Est-ce que je me spécialise vers un marché qui est le marché des téléphones seniors, donc avec un smartphone pour les seniors, par exemple. Donc mon marché, c'est pas mes amis si j'ai 25 ans. Ça va être les grands-parents de mes amis. Ça va être mes grands-parents si j'ai la chance de les avoir encore. Donc déjà cibler plus ou moins qui va être potentiellement mon marché. Et après, ça va être aller à leur rencontre aller à leur rencontre, pardon, et leur poser les questions sur ce qu'ils ont l'habitude de faire, comment ils utilisent aujourd'hui leur téléphone portable, pourquoi ils l'utilisent pas de telle manière et comment ils pourraient l'utiliser de telle manière. Et donc à partir de là, j'ai tous les problèmes du marché et je vais devoir travailler, gratter pour trouver les solutions. Je Ouais. suis désolé de ne pas pouvoir rentrer plus dans le détail, mais c'est un sujet qui est super intéressant. Si tu as une idée et que tu veux qu'on la développe, on peut s'appeler pareil sur Startup Ocam. Tu nous mets un petit message et je pourrais rentrer plus dans le détail, mais c'est un cours de 2 heures et demie hein, si on rentre si on rentre dans le détail. Ouais. Et il y a un autre point qui moi aussi m'a questionné, on va dire, c'est Yes. par rapport au fait que tu as évoqué le fait de monter sa structure, en tout cas d'un point de vue des statuts, le plus tard possible. Mais là, Mm. il y a Raphaël qui demande est-ce qu'il vaut mieux faire ça avant de commencer, avant d'avoir ses premiers clients, ou plutôt vraiment attendre d'avoir déjà une première base de clients. Alors, il faut savoir, déjà pour avoir des clients, c'est-à-dire pour facturer, si tu travailles légalement, il faut une structure. Donc, Non, mais donc tu peux être auto-entrepreneur, par exemple. ah oui, oui, bah, ça, pour moi, ça fait partie d'une structure, l'auto-entreprise, la micro-entreprise, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant. Mais il faut savoir quand le moment où tu vas faire ta demande à l'URSSAF et le moment où tu vas avoir ton papier avec ton numéro SIRET, il va se passer 2, 3 semaines. Donc, dès que tu commences, tu te dis, bon, bah là, je vais aller voir des clients. Enfin, je suis déjà allé voir des prospects et là, je suis sûr qu'ils vont passer clients dans 2 semaines. Bon, bah là, boum, c'est le bon moment pour aller déposer son dossier à l'URSSAF. Enfin, ça se fait en ligne. Quand je dis déposer son dossier à l'URSSAF, ça fait un peu vieux, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de le faire relativement tardivement. L'idée, c'est de pas créer une société puis de se dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. L'idée, c'est de savoir exactement où on va, ce qu'on fait. Et dès qu'on a une touche de client, là, on commence à faire les démarches. Et l'idée, c'est de pas engendrer trop de frais tout de suite. Et donc, de retarder au maximum la création. Je vois. Et alors, on va repasser, j'essaie de suivre les questions. Ouais. Il y en a pas mal. Mais une qui est revenue, c'était sur le, comment? J'ai perdu mes mots. Euh, sur il y a toujours cette idée, et peut-être qu'il faut préciser, elle revient, mais est-ce que tu peux te lancer dans un truc que tu ne connais pas? Est-ce que tu peux dire ça je connais pas, ça m'inspire, mais j'ai pas forcément. Tout à l'heure, tu évoquais si je veux me lancer, ce serait peut-être dans un truc qui me passionne. Mais est-ce que par exemple, je connais rien à la technologie et j'ai quand même envie de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut quand même arriver à trouver une solution pour ça? Alors, bien sûr, la solution, c'est de s'associer avec quelqu'un qui va avoir la connaissance sur le domaine que tu ne connais pas. Donc, toi, ça va être qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Bah moi, typiquement, c'est la partie stratégie, c'est la partie développement commercial. Toi, ça va être, je dis n'importe quoi, les process, la partie, tu seras le garant technique. Par exemple, si on avait dû monter une boîte ensemble,
je sais pas, t'es ingénieur informaticien. Bon, bah toi, tu t'occupes de tout ce qui est l'application. Moi, je m'occupe de tout ce qui est le développement commercial. Donc, tu es CTO, je suis CEO. Et on a un besoin sur la connaissance, je dis n'importe quoi, d'un d'un restaurant. Si par exemple on reprend l'exemple de Cut in Line, on n'y connaît rien tous les deux en restauration. On va s'associer avec un restaurateur ou un ancien restaurateur. On va avoir toi qui va faire le CTO et moi qui vais faire le CEO, par exemple. Ça peut être. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir de la complémentarité et après, naturellement, on maximise ses chances de réussite si on a de la complémentarité. Si on n'a pas de complémentarité et si tu te lances tout seul dans un marché que tu connais pas, tu peux, hein, mais là, tu es à fond dans la prise de risque. Ouais, tout à fait, mais on est toujours dans cette idée de créer une dream team et de trouver des associés qui vont pas forcément être tes meilleurs amis, mais qui vont être des gens qui vont pouvoir t'apporter des choses et auxquels tu auras confiance parce qu'ils ont une certaine connaissance. T'as tout dit. On n'est pas obligé d'être meilleurs amis pour créer une boîte ensemble. Il faut qu'on soit complémentaires. Il faut qu'on soit capable de se dire les choses sans rechigner. T'as tout dit. Mais c'est pas si facile en tout cas de trouver ça, hein. On voit beaucoup de boîtes qui coulent, on va dire, à cause des mauvaises ententes entre les personnes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça représente 23% des causes d'échec, la mauvaise équipe et la mauvaise entente dans l'équipe. Donc oui, c'est pas rien. C'est une boîte sur quatre, hein. Ouais, donc c'est quand même assez énorme. Et moi, il y avait une question que j'aimerais te poser, c'est la protection. Au moment où tu parlais d'aller protéger ses brevets, tout ça, est-ce que tu Yes. peux protéger ton MVP? Est-ce que Alors, ça ouais, ton MVP, alors tu peux le protéger. Après, est-ce que tu as intérêt de le protéger en sachant que c'est quelque chose qui va très très rapidement évoluer? En gros, ton MVP il doit évoluer à chaque fois que tu parles à un client. Donc très compliqué à protéger, ça va te coûter des millions d'euros pour rien du tout parce que ça sera plus la même chose demain. L'idée d'un MVP, c'est de se dire aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'avoir le stylo. Je reprends ce stylo qui aura jamais été aussi bien rentabilisé. Ce stylo, tu te dis, j'ai pas les moyens de sortir le stylo tout caréné, fait avec le moule qui va bien et qui le finit bien. Du coup, je sors uniquement ceci. Demain, ceci, tu vas t'apercevoir qu'à l'utilisation, tes clients, ils l'utilisent toute la journée et que la mine, enfin que la bille, elle sèche. Du coup, tu vas très vite rajouter ton capuchon. Puis les gens, ils vont te dire, mais attends, mais c'est un peu pourri parce que là, tu vois, ça c'est flex et ouais. je peux écrire. Bon, bah, naturellement, tu vas devoir rajouter ça. Et au final, tu auras un stylo caréné. Et si tu avais déposé que ça, bah, tu aurais payé un brevet. Si tu avais déposé que ça, tu aurais payé déjà deux brevets. Et en fait, il te faut trois brevets pour que ce soit vraiment. Et qui aura envie de copier ça? Ouais. Personne. Parce que faut bien se dire aussi que un MVP, si tu veux faire une Ferrari, un MVP c'est une Fiat. Mais si tu veux faire une Fiat, un MVP c'est un karting. Et si tu veux faire un karting, un MVP c'est un caddie de supermarché. Et si tu veux faire un supermarché, c'est un skateboard où tu as cloué une grande planche. Ouais, Donc, ouais, je vois. c'est toujours améliorable un MVP. Ouais, donc en fait, c'est plutôt dès que tu as un produit, tu dis là, on a une version, première version vraiment sérieuse. Là, je peux compter. Donc personne va vouloir te voler ça. C'est un peu l'idée de dire bah je veux pas le dire, je veux pas donner mon idée parce qu'on va me la piquer. Oui, il y en aura peut-être qui vont tenter de vous la piquer, mais ils vont la faire différemment et naturellement votre valeur ajoutée, elle n'est pas dans l'idée que tout le monde a eu 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, mais plutôt dans l'exécution de celle-ci. Donc d'où l'intérêt d'avoir un plan clair de ce que je veux faire de mon idée plutôt que d'avoir l'idée brillante et de se dire ben oui tout repose sur l'idée. J'y crois pas du tout. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'on avait discuté nous dans l'association à un moment. C'était sur les faits. Est-ce qu'il faut parler de son idée? Et je pense que oui, parce que il y a l'idée, mais il faut l'exécuter. Et c'est ça qui fera la différence entre ceux qui parlent de l'idée et ceux qui vont se lancer. Clairement. Et du coup, il y a Aloïs qui revient un peu sur les ambassadeurs. Euh,
je pense enfin, t'as peut-être pas vu la différence. Euh, enfin, ce que Pierre a essayé d'expliquer, c'est que tu as un client qui va consommer, peut-être parler un peu de ton produit, mais tu as un ambassadeur qui va vraiment adhérer à la fois à ta marque, aux valeurs, et qui va en parler, mais qui va être vraiment un soutien de ta marque, et pas juste un client qui aime bien ton produit. C'est ça, on va dire la grosse différence, c'est comment tu adhères un petit peu plus au produit, tu vois. Tu vas adhérer aussi à l'univers et à la philosophie de ce qu'on t'a vendu et de ce qu'on va te vendre aussi. Tu y crois en fait. Si j'ai bien compris un peu. T'as bien compris. Super. On va peut-être prendre la dernière question de Alexis. Yes. La complémentarité et bien s'entourer est important, je suis d'accord. Est-ce que vous nous conseillez également de nous former un peu et d'aller chercher certaines connaissances, compétences qui nous manquent? Donc via la formation. Carrément, carrément, Alexis. Je pense que c'est super important. Si t'as un profil plutôt ingénieur comme la majorité de l'auditoire ce soir, t'as plein de formations justement d'ingénierie d'affaires. Alors, je ne place pas du tout mon ancienne école, mais il s'avère que j'ai fait un programme ingénieur d'affaires à Cage Business School et qui est un super programme justement pour les personnes qui ont un profil plutôt, on va dire, comme le vôtre, donc plutôt un G, et qui veut apprendre à vendre, typiquement, ouais, après, il existe tellement d'autres manières de se former. Ça passe aussi par s'abonner à ce genre de mouvement comme les startups au calme, où on va vous abreuver de langage startup, donc ça va te former naturellement à la startup. Ça va être suivre les conférences de Genius. C'était Cyril Chiche la semaine dernière, c'est moi aujourd'hui, ce sera Oussama Hamar des mercredis prochains ou mardi prochain, le 2, il me semble, donc mercredi. D'ailleurs, merci de m'avoir mis le 2 parce que j'ai vu que vous lui avez mis un beau chapeau de Noël sur l'affiche et je suis ravi d'être sur cette 20 novembre et pas ce début décembre. Mais non, pour répondre à ta question, ouais, je pense que ça vaut le coup d'aller se former, ouais. De toute manière, je pense qu'aussi l'entrepreneur, il est un peu multifonction, donc il va aussi apprendre au fur et à mesure, il va découvrir. C'est la grosse Bien sûr. différence entre le salarié, où il va être peut-être plus dans une mission fermée, et l'entrepreneur qui doit avoir un peu une vision globale du truc, quoi. Yes, carrément. Mais oui, se former et s'auto-former. Il a tout dit. Super. Bah écoutez, on va rester là. Merci à tous d'être venus. On est encore Si, assez nombreux. si je peux me permettre, si vous souhaitez, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, je veux absolument répondre à toutes les questions. Donc, on se retrouve sur Startup au Calme, sur la page Instagram. Vous me mettez les questions DM et j'y réponds avec grand plaisir. Je vous ferai un vocal où je vous, voilà. Bon, parfait. Tu nous as mis le lien. Vous me Bien. faites un petit message et on vous répond évidemment. Et bah, suivez-nous, rejoignez-nous. Merci de votre écoute, c'était top. Et à très bientôt. Totalement. Il y a juste Raphaël qui demande si on peut avoir les slides. Bien sûr, pareil, Raphaël, tu me demandes ça en DM, je t'envoie tout ça, bien sûr. Voilà, et donc pour finir, juste je place mon événement, enfin l'événement qu'on fait lundi prochain avec le fondateur de Itch et les fondateurs de Rob. Donc n'hésitez pas, ça sera toujours sur Hermit, ça sera plus tôt, ça sera 17h30. Et après, il y aura tous les événements de Genius Global. Donc vous pouvez retrouver sur la page Facebook donc de Genius Global. Il y a vraiment toutes les semaines, comment l'équipe vous fait un bilan, un point pour avoir l'intégralité du programme de la semaine et surtout il y a Oussama Hamar qui va faire donc son événement. Donc allez voir ça sur les réseaux. Et merci Pierre encore d'être venu ce soir, c'était super. Merci à vous, c'était génial. Merci à vous et merci pour ce dynamisme que vous mettez dans le live chat. Là, c'est génial. Donc merci beaucoup, merci de ton invitation.
Bertrand, merci à toute l'équipe Genius Central Supélec et Genius Global. Vous faites un boulot incroyable aussi pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, on est ravis, je parle au nom de Startup au Calme, on est ravis de vous accompagner et qu'on puisse travailler main dans la main ensemble sur ces sujets-là. Totalement. Allez, salut! Salut!